La dernière partie de ce chapitre 1, les principes fondamentaux de l'optique géométrique, ça va être les lois de Descartes. Mais là, on va étudier les lois de Descartes un peu plus en détail par rapport aux lois que nous avons déjà connues quand on était au lycée. Alors, les lois de Descartes, bon, c'est facile à les énoncer, mais il faut les comprendre. Alors, je considère deux milieux homogènes, transparents et isotropes d'indices différents, séparés par une surface S. On suppose que N1 est inférieur à N2. N1, c'est le milieu d'entrée de la lumière, et dans ce cas, j'ai considéré que la lumière arrive du haut vers le bas, et pas de la gauche vers la droite. Donc, le premier milieu, c'est le milieu d'indice N1, c'est un milieu homogène transparent. Le milieu 2, donc c'est séparé par le plan jaune, par la surface tout simplement. N2, je n'ai pas dit que la surface elle est sphérique ou plane, donc on va voir dans les systèmes optiques par la suite le cas des surfaces planes et le cas des surfaces sphériques. Je considère la normale N, c'est la droite qui est perpendiculaire au plan tangent au point d'incidence I. Je suppose que I c'est le point d'incidence. C'est très intéressant, s'il vous plaît, de faire très attention à la terminologie. On appelle la droite N la droite perpendiculaire au plan tangent. Le plan tangent, c'est le petit rectangle qui est en vert. Donc, cette droite, elle est perpendiculaire au plan tangent, au point d'incidence. On considère un rayon incident, et là, j'ai considéré que A se trouve dans le milieu d'entrée, donc j'ai considéré un objet qui est réel, qui envoie un rayon incident à I. Donc, l'angle qui se trouve entre la normale et le rayon incident, on l'appelle l'angle d'incidence. Après, il va traverser le milieu. Je n'ai pas du tout parlé de la réflexion de la lumière, je parle de la réfraction de la lumière. En d'autres termes, je parle du changement de direction. C'est ce cas exactement. J'oublie les phénomènes de réflexion. Il va traverser, et j'ai volontairement considéré que le milieu N2 est un milieu plus réfringent. Qu'est-ce que ça veut dire, un milieu plus réfringent? Alors, un milieu plus réfringent, c'est un milieu dont l'indice est plus grand que l'autre milieu. Donc, j'ai considéré que N2 est supérieur à N1, on le voit sur le slide. Et dans ce cas, quand on passe d'un milieu moins réfringent vers un milieu plus réfringent, la lumière va s'approcher de la normale. On va le démontrer à l'aide de la relation de Descartes. Donc, et on va obtenir un rayon réfracté qui est IB. Et donc, l'angle I2, ça va être l'angle de réfraction entre la normale encore et le rayon réfracté. Donc je rappelle, on parle de la normale, rayon incident, rayon réfracté, angle d'incidence et angle de réfraction, et I, le point d'incidence. Je rappelle juste, si la lumière AI venait avec la normale, on appelle la lumière normale, une incidence normale. Et si la lumière AI arrive avec le plan tangent, on l'appelle une lumière rasante. Il faut juste faire cette différence entre une lumière normale et une lumière rasante. Et entre les deux, en optique géométrique, sachez-le que nous ne parlons jamais d'un angle supérieur à 90 degrés. Le minimum c'est 0 et le maximum c'est 90 degrés. Donc on est dans des situations où la fonction sinus est une fonction strictement croissante dans l'intervalle 0 puis sur 2. Donc c'est une fonction qui est strictement monotone. Et donc on peut utiliser les propriétés mathématiques du sinus, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que Descartes dit? Moi je dirais la loi de Snell-Descartes, je dirais aussi c'est la loi de Ibn-Haytham, parce que le premier formalisme, ce n'est pas Descartes ni Snell qui a mis ça en route, c'est plutôt les Arabes qui ont mis ça en route, ce que j'appelle dans mon cours la loi d'Ibn-Haytham. Bon, on peut l'accepter, on va dire Ibn-Haytham, Snell et Descartes. Alors j'énonce la loi. Tout simplement, on va dire que le rayon incident, le rayon réfracté et la normale appartiennent les trois au plan vertical. C'est le plan du tableau. Parce que si vous levez la main sur le plan vertical, il n'y a plus de loi de Descartes. On peut démontrer avec les vecteurs unitaires des surfaces. Mais on pourra faire ça dans un exercice, mais pas dans un cours. Donc je répète, le rayon incident, le rayon réfracté et la normale doivent appartenir au plan d'incidence. Si on fait l'expérience en classe, avec un petit laser, un pointeur laser, avec des surfaces, avec de l'eau, des cuves, et quand on lève la main, on perd le signal. Donc on doit être sur le plan vertical et que les trois rayons doivent être dans le plan d'incision. Assez souvent, quand on demande aux étudiants de nous donner la loi de Descartes, ils oublient le petit i. Alors si vous oubliez le petit i, c'est pas bien. Donc, et la deuxième loi, c'est que le produit N1 sinus I1 égale au produit N2 sinus I2.
Donc tout le monde connaît la loi de Descartes par n1 sinus i1 égale n2 sinus i2. Alors en principe, il ne faut pas oublier que le petit i est une partie intégrante de la loi de Descartes. La deuxième partie de la loi de Descartes, c'est ce qu'on appelle la loi de la réflexion. La première, c'était la loi relative à la réfraction. Donc là, je considère tout simplement, je ne parle pas de milieu, sur mon schéma, je n'écris pas d'indice de réfraction, j'ai tout simplement mis une surface qui réfléchit la lumière. Ça peut être un miroir ou une surface métallique, quelque chose qui va réfléchir la lumière, et toute la lumière incidente presque, mis à part la lumière absorbée sur la surface, elle sera réfléchie dans l'autre milieu, dans le même milieu. Donc la différence entre le premier cas de la réfraction et la réflexion, c'est que la lumière, elle est réfléchie dans le même milieu. Elle va pas passer de l'autre côté. Et donc elle va passer avec un angle, si je fais les orientations, elle va passer avec un angle d'incidence, algébriquement parlant, moins l'angle d'incidence. Donc je définis la normale, je le dis encore, c'est la perpendiculaire au plan tangent au point d'incidence. Je définis le rayon incident, je définis le rayon réfléchi, je définis I1 l'angle d'incidence et moins I1 l'angle de réflexion que j'appelle tout simplement I2. Et dans ce cas, la loi, pour énoncer la loi, j'ai besoin de donner pour la réflexion la même chose, que AI, IB et la normale doivent être dans le plan d'incidence, le plan vertical, et que aussi l'angle I2, qui est l'angle de réflexion, est égal à moins I1 tout simplement. Si j'arrive avec 30 degrés, eh bien la réflexion va me donner moins 30 degrés. Si j'arrive avec 0, je vais revenir avec 0. Si j'arrive avec 40 degrés, je vais avoir moins 40 degrés. Bon, on a vu les lois de Descartes. Ça paraît simple, mais ce n'est pas tout à fait ça. Parce que grâce à ces lois de Descartes, on a été capable d'étudier la fibre optique. Grâce à ces lois de Descartes, on était capable aussi d'étudier des phénomènes de télécommunication. Donc, on va voir ce qu'on appelle les limites de réfraction. Bien évidemment, pour parler des lois de Descartes, j'ai besoin de deux milieux homogènes transparents d'indices différents. D'abord, il faut que les indices soient différents parce que si on a le même indice, on n'a pas de réfraction, on n'a pas de réflexion. Ça, c'est très, très important. Et je vais étudier cas par cas. Quand le premier milieu est un milieu d'indice plus grand et quand le premier milieu est d'indice plus faible. Donc, et chaque cas, on va étudier séparément. Donc, je considère sur ce schéma, par exemple, cette figure, une surface plane qui sépare deux milieux. Et là, j'ai considéré une surface plane. Le cas s'applique aussi pour les surfaces sphériques, pour les dioptres sphériques, pour les miroirs sphériques, pour des lentilles, pour autre chose. Il n'y a aucun souci. Là, je considère le cas le plus simple. Toujours, quand on vous fait le cours, on vous parle des choses qui sont simples. On laisse les choses compliquées dans les applications et dans les contrôles. Alors, non, je rigole, bien sûr. Soit une surface plane qui sépare deux milieux homogènes transparents d'indices respectifs N1 et N2. On le voit ici. Nous avons l'éthanol et nous avons l'air de l'autre côté. L'éthanol avec 1,36 et l'air avec 1,00 quelque chose. Donc, en toute situation normale, on a toujours les deux phénomènes. Par exemple, si vous considérez l'air et le verre, ou l'eau et le verre, ou l'eau et l'air, ou le verre et l'air, c'est la même chose. On a toujours une petite partie de réflexion et beaucoup de réfraction. Mais pour le cas du verre, nous avons à peu près le verre normal d'indice le Flint, par exemple, 1,5. On a toujours 4% de réfléchi, mais on a 96% de transmis. Donc il y a toujours de la réfraction. Je prends un cas où nous avons de la réflexion et de la réflexion. Maintenant, la réflexion se fait avec moins I et la réfraction se fait avec un I2 qui respecte la loi de Descartes. Et on a vu la loi de Descartes. Bien sûr. Alors, je vais considérer le premier cas le plus simple, c'est la réfraction limite, et ça, vous le comprenez. Donc, c'est quoi la réfraction limite? Ça veut dire quoi? Je vais envoyer une lumière d'un milieu d'entrée, mais ce milieu d'entrée, il a un indice plus petit. Donc, c'est un milieu moins réfringent, c'est-à-dire le milieu de sortie, il va être un milieu plus réfringent. Donc, c'est le milieu 2 qui est l'indice le plus élevé. Et pour ce milieu 2, il doit avoir l'angle le plus petit de réfraction. Donc, c'est la loi de Descartes. Donc, si vous regardez N1 sinus I1 égale N2 sinus I2 et N1 sur N2 égale sinus I2 sur sinus I1, puisque vous avez N2 est supérieur à N1, vous avez le rapport I2 est inférieur à I1. Parce que pour passer de sinus I2 sur sinus I1 inférieur à 1 et conclure que I2 est inférieur à I1, nous sommes bien entre 0 et 90 degrés. Et entre 0 et 90 degrés, la fonction sinus est une fonction qui est strictement monotone, croissante. Ça veut dire que je me permets f de x
inférieur à f de y, je me permets de dire mathématiquement que x est inférieur à y, et c'est ce que j'ai utilisé. Donc c'est l'angle de réfraction qui est plus petit. Ça veut dire que, je l'ai dit tout à l'heure, que le rayon réfracté s'approche de la normale. Et dans ce cas, je remarque que le premier angle I1, il est plus grand que I2, et donc il peut tendre rapidement vers pi sur 2, alors que I2, il va tendre vers un angle qu'on appelle un angle de réfraction limite. Et donc, pour un angle I1 égale pi sur 2, c'est le maximum, nous avons un angle I2 qui est limite et on va appeler I indice petit l. Alors, I indice petit l est appelé angle de réfraction limite. Et on le calcule comment? On va prendre la loi de Descartes, on va remplacer sinus I1 par sinus de pi sur 2. Et on va remplacer sinus de I2 par sinus de IL, parce que I2 prend la place, IL prend la place de I2. Et dans ce cas, on peut tirer que IL, l'angle de réfraction limite, est égal tout simplement à la fonction sinus moins 1 de N1 sur N2. Donc le rapport des indices N1 sur N2, c'est la fonction arc sinus, ou si vous avez des calculatrices, c'est shift sinus, c'est la fonction moins 1. Donc pour avoir ce phénomène, la condition au cas où vous aurez des questions dans ce sens, il suffit tout simplement que les deux milieux soient homogènes transparents, d'indices différents, mais il faut absolument que le milieu 2 soit plus réfringent que le milieu 1. Et je passe au tout dernier petit paragraphe qui est la réflexion totale, qui vous pose un petit problème parce que c'est une petite notion qui est un grand concept, je l'ai dit, c'est les fibres optiques. On va y arriver. Alors on effectue l'opération inverse, c'est-à-dire que la lumière passe d'un milieu plus réfringent vers un milieu moins réfringent, milieu 1, milieu 2, c'est des cas classiques, surface plane, etc. Donc, et là, je vais trouver, en appliquant la loi de Descartes, si N1 est supérieur à N2, le premier est plus réfringent, on va trouver que I2 est plus grand que I1. Ça veut dire l'angle de réfraction va s'ouvrir davantage et il va atteindre pi sur 2 le premier, alors que le premier, n'a pas encore atteint pi sur 2. Et là, on va avoir un phénomène nouveau qu'on appelle la réflexion totale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la lumière, au lieu de passer dans le milieu, quand j'atteins l'angle limite, la lumière ne peut pas venir avec un angle limite rester rasante. Non, elle va sauter de l'autre côté. C'est un phénomène physique à faire dans un laboratoire. Il y a énormément d'applications sur Internet où vous pouvez voir que quand une lumière arrive d'un milieu plus réfringent vers un milieu moins réfringent et que vous avez un angle limite, la lumière ne va plus passer. Elle va sauter de l'autre côté par hasard, elle va respecter la loi de Descartes 2. Ça veut dire l'angle d'incidence qui il devient l'angle de réflexion. Et ça, c'est très magique. C'est une expérience qu'on réalise au laboratoire. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'est l'expérience qui a permis de comprendre le principe des télécommunications. Et quand je parle des télécommunications, je fais référence aux fibres optiques, bien évidemment, entre le cœur, etc., la gaine, etc. C'est très, très important de le comprendre. Donc, vous faites la même séquence et vous allez trouver que tout simplement, l'angle limite est égal à l'arc sinus de N2, l'inverse de N2 sur N1. Et dans ce cas, bizarrement, sur la figure, je représente avec mon rapporteur, quand je dépasse l'angle limite, toute la lumière émise, elle est réfléchie. Et je perds le signal de la réfraction. Juste à rappeler, nous sommes dans le cas de la lumière qui passe d'un milieu à un autre. Je ne suis pas dans la réflexion totale. Ce n'est pas un miroir, c'est un milieu transparent vers un milieu transparent. Et bizarrement, nous avons la propriété des miroirs. C'est ce qu'on appelle total internal reflectance. Et on ne doit pas appeler ça réflexion totale. En français, on doit appeler ça, et dans tous les manuels, vous verrez réflexion totale. Non, c'est de la réflexion totale interne, parce que c'est une réflexion qui est née du changement d'indice, mais avec un angle limite. Donc faites attention à ce concept, c'est très très important, et il est très utilisé dans beaucoup d'applications. Voilà, ainsi se termine ce premier chapitre. Et rendez-vous au chapitre 2 qui va concerner la formation d'images et la notion de stigmatisme, les conditions de Gauss, etc.